T'es fidèle à ta couve, hein? Ah, parce que moi, je refais des photos tous les ans. J'ai horreur des affiches de spectacles ou des couvertures de livres où l'auteur ou l'autrice, tu vois le truc, tu dis, mais il y a 10 ans, les amis qui y ont passé. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile, cette agence de communication qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, que vous écoutez sur une plateforme d'écoute, que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Fabien Olicard. Fabien Olicard, c'est un peu le maestro de l'esprit, le Houdini des pensées, le jongleur de l'invisible. Entre psychologie, mentalisme et humour, il s'aventure dans les recoins les plus cachés de notre cerveau, nous fascine et nous déstabilise à chaque tour de passe-passe. C'est quoi son super pouvoir à Fabien Olicard? C'est de démystifier l'inexplicable tout en gardant la magie bien vivante, car oui, il y a bien la magie. Avec lui, la mémoire, l'attention, l'intuition deviennent des terrains de jeu incroyables. En un clin d'œil, il te fait douter de tout, même potentiellement de soi-même. Fabien, bonjour. Bonjour, j'ai l'impression d'être le pire des politiciens dans la description. C'est un peu Il ça. te fait douter. Non, j'ai bien aimé parce que tu as dit que je vulgarisais des choses tout en gardant la part de mystère nécessaire et ça me fait plaisir comme définition. Et il y a aussi le mot magie. Ouais. Parce que c'est une vraie question, ça. Mhm. Alors déjà, Fabien, on peut dire que tu es un showman, un mentaliste. Est-ce que ce mot est vrai? C'est quoi ce mot? Pardon, mais Ouais. on a la série de mentalistes, on imagine que là tu me regardes et tu peux t'imaginer que ma culotte est blanche. Enfin, à quel point tout ça est vrai ou faux? Je sais pas s'il faisait ça dans la série. Patrick Non, Jay. pas sur la culotte. J'ai pas vu l'épisode de la culotte. C'était un hors-série. On est ce que nous faisons. Donc en fait, n'importe qui fait quelque chose avec son cerveau fait du mentalisme. Donc en fait, tout le monde est mentaliste. N'importe qui monte sur scène est artiste de scène. Donc je suis artiste de scène. N'importe qui écrit un livre est auteur. Et après, peut-être qu'on écrit des livres plus ou moins bons, qu'on fait des plus ou moins bons spectacles et qu'on est plus ou moins bons mentalistes. Mais on est tous mentalistes. Ça, c'est sûr. J'ai pas de don, j'ai pas de formation de mentaliste. Il n'y a pas une grotte quelque part avec le père Fouras qui te dit maintenant, tu peux savoir la couleur des culottes des gens. C'est sûr que non. Donc, a priori, tout ce que je fais, tout le monde peut le faire, moyennant la bonne curiosité, la bonne recherche et surtout la passion d'apprendre à faire ça. Tu vois, tout le monde peut être pianiste, mais il y en a qui n'ont pas envie de se taper 10 ans de solfège. Bon, ils ne seront pas pianistes comme ceux qui avaient envie de le faire. Donc, Et donc, ça veut dire concrètement, c'est quoi mentaliste? c'est une escroquerie, ni plus ni moins, puisque tu n'as pas de définition. Si quelque chose n'est pas défini, c'est qu'il est proche de l'escroquerie. Donc le mentalisme, c'est aujourd'hui une définition qui s'approche de l'art de la magie. C'est-à-dire, tu as l'illusionnisme, tu as des branches dedans, la grande illusion, les tours de cartes, le close-up, le machin. Le mentalisme, c'est la partie de la magie où on te bluffe sans accessoires ou apparemment sans accessoires, juste en jouant avec ton esprit. Mais le mentalisme, ça peut être aussi l'opposition au matérialisme. Pour moi, le mentalisme en dehors de la scène, c'est aussi le fait de s'approprier les techniques de mémoire, par exemple. Donc, c'est un melting pot qui va piocher partout. Ça, c'est ma définition. Hein. Il y a autant de définitions qu'il y a de mentalistes. Et souvent, quand on dit le mentaliste, c'est quoi? J'ai envie de dire, c'est quoi pour vous? Tu vois, ceux qui vont parler de la couleur de la culotte, c'est que pour toi, le mentalisme, c'est la lecture du non-verbal. Voilà. Oui, pour moi, c'est ça. Donc en fait, pour toi, le mentalisme, c'est le comportementalisme. Mais ceux qui vont me dire, pour moi, le mentalisme, c'est l'art d'influencer des gens. D'accord, donc pour toi, le mentalisme, c'est les techniques d'influence. Donc c'est encore un autre domaine. Pour d'autres, c'est la psychologie. Pour d'autres, c'est l'hypermémorisation, l'hypercalcul. Donc tu vois, le mentaliste, en réalité, c'est quelqu'un qui est un peu moyen dans tout ça. Il va piocher chez les experts pour faire son petit intéressant. C'est la définition de qui je suis. Oui, wow, c'est humble. Non, mais c'est de l'hyper logique, quoi. En fait, c'est une très très forte capacité d'observation, d'intuition, d'analyse. Ouais, et d'envie de le faire. Encore une fois, c'est parce que ça pourrait laisser sous-entendre que tu nais avec une prédisposition pour ça. Mais non, j'ai toujours aimé observer les gens et je voulais savoir c'était quoi les hypothèses derrière. Mais du coup, pardon, prédisposition pour ça. Mais c'est quoi ça, concrètement? Là, pour ce que tu viens de dire, l'observation des gens. Le fait d'observer les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer à Sherlock Holmes. Ok, mais avant de jouer à Sherlock Holmes, il faut quand même être en capacité de s'intéresser à qui est la personne en face de toi. Est-ce que quand je te parle, tu t'approches de moi ou est-ce que tu recules tes mains? Donc c'est un peu du comportementalisme, ça. Exact.
l'observation primaire, c'est celle-ci, quoi. T'as les mains croisées depuis le départ, tu ne varies pas de ça, donc ça veut dire qu'apparemment, je te mets pas en stress ou en ennui depuis tout à l'heure, c'est intéressant. Je vois des bijoux, je me dis, tiens, est-ce que ça me rappelle quelque chose que j'ai dans ma mémoire qui me permettrait de savoir où est-ce qu'elle est en vacances, tu vois. On peut faire tout ce genre d'hypothèses-là. C'est souvent quand même le point de départ. Je crois que le premier des mentalistes, c'était quand même Sherlock Holmes. Ah oui. Mais d'ailleurs, tout comme le mentaliste dans la série, il est un peu un Sherlock Holmes, Ouais. le détective. Mais c'est quand même un super-héros, lui. Hein. Sherlock Holmes ou mentaliste? Non, The Mentalist. Sherlock Holmes, il est très très fort. C'est au moment de la révélation. Quand tu suis son circuit de pensée, moi ça me fascinait quand j'étais petit. Je me disais, mais comment il a vu ça? S'il n'avait pas vu ça, il n'aurait pas résolu le crime, tu vois. Et puis des années après, je me suis rappelé qu'il y avait un auteur derrière qui décidait de ce que voyait la personne. Mais ça restait quand même plutôt crédible dans la logique. Comme Columbo. Exact. Et Columbo, mais Columbo, on peut parler de Columbo. On adore Columbo. Columbo, c'est incroyable. Le gars qui a créé la série, il s'est dit, je vais faire tout l'inverse de ce qu'il faut faire quand on raconte une histoire. Je vais dire qui est le coupable. Tout le monde saura qui est le coupable et aura quand même envie de regarder l'épisode jusqu'au bout. C'est vrai. En fait, tu as envie de savoir comment Columbo, il va confondre la personne et tu as toujours un doute de est-ce que lui aussi, Columbo, il avait déjà compris depuis le départ ou pas, tu vois. Ça, c'est très très fort, Columbo, en termes, c'est une leçon de suspense, tu vois. Et The Mentalist, la série The Mentalist, je te dis c'est un super-héros parce que moi, je regardais ça, je pense avec autant de fun qu'un médecin regarde Grey's Anatomy ou Dr House, tu vois. C'est-à-dire que tout est trop facile. Tout est trop rapide. Ah ouais. Ah oui, bah oui. Patrick Jane, je me souviens d'un épisode où il a besoin que la personne en face de lui, elle lui réponde à la positive, à quelque chose, elle l'autorise. Donc il prend un thé comme ça, le sachet, et tout en lui en parlant, il fait de haut en bas, il fait tremper le sachet dans l'eau, et donc la personne, elle commence à faire oui comme ça de la tête. J'aimerais que ce soit safe à 100% comme technique. Je vous assure que si vous faites ça pour un prêt dans votre banquier avec le sachet de thé vert, je suis pas sûr que le banquier dise oui pour autant. Donc voilà, c'était juste un peu fun. Il y a une série qui est beaucoup plus intéressante. Sur les criminels. Non, Lie to Me. Oui. Lie to Me, sur les techniques employées. Cette série, l'incarnant dedans, il représente un personnage qui s'appelle Lightman, qui est directement inspiré de Paul Ekman. Et Paul Ekman, c'est le scientifique qui a fait les plus grands travaux sur le mensonge, sur le comportementalisme, etc., sur la détection des micro-expressions. Il était consultant pour cette série, parce que Lightman, c'était un peu lui, tu vois. Et donc, comme c'est un psychorigide, Paul Ekman, tout ce qui est dit et fait dans la série est vrai. C'est une conférence, la saison 1. Génial. Voilà. La saison 2 et 3, un peu moins, parce que ils ont dit, t'es gentil, Paul Ekman, mais à un moment donné, on fait des scénarios, nous. Hein, donc, si on ne peut pas avoir la latitude un tout petit peu de faire ce qu'on veut dans notre fiction, et il a fait, dans ces cas-là, je cautionne pas, je dégage. Ils ont dit, ok. Donc, ils ont continué, mais elle reste quand même beaucoup plus crédible que n'importe laquelle des séries. D'ailleurs, on a reçu un comportementaliste qui a eu envie de devenir comportementaliste suite au visionnage de la série Lie to Me. Ah oui, mais ça m'étonne pas. C'est vraiment. Ça donne envie. En plus, les comédiens sont très, 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 très forts. Et il y a ce film avec Man in Black. Will Smith. Merci. J'ai l'impression de jouer à Pyramide. Ouais, c'est ça. Elle a gagné un truc, une tringle à rideau, quelque chose. Et cette femme sur la route de Madison. Non, je rigole. Will Smith, tu sais, qui est un arnaqueur. Et il fait un énorme pari dans des gradins de foot. Ah, j'ai pas vu ça. Et il y a quelqu'un qui lui fait croire qu'il joue à Paris, il fait croire que c'est avec le numéro 4, parce que le mec a un maillot numéro 4, que c'est le mec avec le maillot numéro 4 qui va gagner. Will Smith dit ouais, ok, non, c'est sûr que non, c'est le numéro 5, on sait rien. Et en fait, c'est nul. Je sais plus ce que je veux faire. Comme j'ai pas vu le film. Et en fait, le truc, c'est que le mec, pourquoi est-ce que il a pensé numéro 4 ? Parce que on lui a fait voir le numéro 4 pendant tout son trajet jusqu'à chez lui. Ah, on lui a fait un effet de halo. On l'a surexposé au numéro 4 sous toutes ses formes. Par exemple, il est arrivé dans la chambre d'hôtel, on lui a filé la chambre numéro 4. Numéro 4. Sur les toilettes, il y avait marqué 4 personnes, je sais pas quoi. Pour une émission que j'ai produite sur TMC il y a quelques années qui s'appelait La Grande Expérience, je voulais en intro quelque chose un peu comme ça. Alors on l'a fait, on n'a jamais diffusé ce que je vais te raconter parce que ça collait pas à la suite de l'émission finalement. Mais on a suivi une jeune fille qui était au courant qu'elle était filmée. Hein, donc on avait les caméras, etc. Machin, et on lui avait dit on a pas mal de plans de coupe à faire. Silhouette sur le truc, elle était payée pour ça, pour faire le cachet. Donc elle va sur une brocante qui est à Paris, après elle va sur un autre truc, etc. Et sur tout son trajet,
on avait prévu des gens qui fredonnaient une chanson, on avait prévu de la musique diffusée à un autre endroit, on avait prévu des gens qui sifflotaient la chanson, un vendeur. Donc on l'a exposé, surexposé. Et après, moi, je l'ai rencontré sur les quais et je lui ai demandé de penser comme ça spontanément à un chanteur, pas forcément son préféré, le premier comme ça qui viendrait à l'esprit. Elle savait pas dire le chanteur, elle savait pas dire la chanson, mais elle avait un truc en tête. Elle me dit, mais j'ai un truc en tête, tu peux le fredonner. Alors elle fredonne. Moi, je suis très heureux parce que c'est ce que je veux qu'elle fredonne. Je fais, tu te souviens comment il s'appelle? Il s'appelle Ben l'Oncle Soul. Elle fait, ah oui, voilà, c'est ça le nom. Je fais, retourne-toi. Et elle se retourne. Et là, il y avait Ben avec la guitare qui chante, marrant. du coup, sa chanson fétiche. Donc, Mais elle avait pas. on l'avait surexposé. Mais elle se souvenait pas qu'on l'avait. Enfin, elle s'est pas rendu compte. Non, qu'elle parce l'avait qu'il faut que ce surexposé. soit dans l'environnement. Il faut pas que ce soit en première intention. Oui. Tu vois, si c'est quelqu'un qui te chante face à toi où la musique Bien est très sûr. forte, etc., là, tu as le cortex frontal, donc tes décisions, qui prennent conscience de ça et donc qui vont le rentrer dans les souvenirs de ta journée. Mais il y a 1000 choses. Tu as 35 000 informations qui arrivent quasiment à chaque seconde. Tu prends presque 40 000 décisions dans ta journée. La plupart sont complètement inconscientes. Tu vois, rien que le fait de savoir si tu vas boire une gorgée d'eau ou pas, ça demande 300 processus décisionnels dans ta tête. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont sous l'iceberg. Donc, quand tu fais un effet d'exposition comme ça, déjà, tu n'es pas sûr qu'il va marcher à 100%. Ah bon? Ah non, on adorerait être tous des robots manipulatoires. Tu sais, s'il y avait des techniques comme ça qui existaient, Oui, tout le monde s'en non, servirait, en politique, dans le marketing Bien sûr. ou ailleurs, tu vois. Donc, c'est jamais certain. Ça peut être, et il ne faut pas que ce soit grossier en plus, quoi. Tu vois, il faut toujours que ce soit Subtil, de la seconde intention. ouais. Fabien, normalement, on commence toujours ce podcast par un tu préfères. Ok. Est-ce que tu préfères pouvoir lire en tout le monde dès que tu les vois, en un clin d'œil, quoi, et tout savoir sur leur vie avant même de leur avoir parlé, ou que les autres puissent le faire avec toi? Tu préfères être acteur ou l'inverse? Bon, je préfère qu'ils puissent le faire avec moi. Ah bon? Ouais. Donc en fait, t'as pas envie de 200%. faire ton travail. En fait, j'ai pas tellement de pudeur sur mes propres pensées, donc ça me dérange pas. Par contre, je trouve que ma vie n'a plus aucun enjeu si je lis les pensées des gens directement et que je connais toute leur vie. Moi, ce que j'aime justement, c'est découvrir. C'est un peu le frisson sur scène. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Et puis surtout, c'est le mentalisme, c'est une vraie rencontre avec l'autre. Tu peux pas prétendre mémoriser ou influencer ou déduire les pensées de quelqu'un si tu n'aimes pas être à l'écoute d'une personne. Donc moi, j'aime les histoires des gens. J'adore que quelqu'un me raconte sa vie. Si j'ai plus accès à tout ça, je trouve que ma vie, elle est super fade, tu vois. Donc non, j'ai pas envie qu'on me... Tu vois, c'est comme si tu demandais à un marathonien qui adore courir et faire des temps, si tu lui disais, est-ce que tu aimerais être capable de te téléporter de l'arrivée, du départ à l'arrivée? Il va te dire non, ce qui m'intéresse, c'est le trajet. Pareil, ce qui m'intéresse, c'est le trajet. Est-ce qu'il y a déjà eu des... Quand tu faisais des performances, on dit ça, des performances de mentalisme? On dit ce que tu veux. Ok. Toi, tu dis quoi? Je sais pas tellement. D'accord. Des expériences? Ok. Donc quand tu es sur scène Ouais. et que tu fais un exercice... Est-ce que ça t'arrive d'avoir des erreurs? Pardon, j'ai C'est pas terminé. ça, mais Non, allons-y. c'est Non, vrai, est-ce que c'est ça- non, c'était pas ça. Parce que ça, c'est la question la plus courante. Alors, j'y répondrai après. Non, C'est mais quoi tu ta sais, vraie ici, question? on ne pose pas les questions courantes. Non, est-ce que ça t'arrive de dire, putain, je sais pas comment j'ai trouvé ça? Ah, D'être hyper fier d'un truc où vraiment tu disais là, je vais dans le mur, en vrai, j'en sais rien. Et puis en fait, la surintuition. ouais, un truc un peu où tu t'es dit, putain, je suis un peu extra lucide là, il y a un truc qui se passait. Ouais, après, il faut faire gaffe à mes propres biais cognitifs. Mais il y a des fois, en fait, si tu veux, ma manière d'agir dans le comportementalisme, parce que là, c'est de ça que tu parles, je sais rationaliser tout mon processus de pensée. C'est-à-dire que j'ai bon ou pas à la fin, c'est pas très important. Moi, je suis capable de t'expliquer comment j'ai fait pour aboutir à cette hypothèse-là. Et des fois, tu as un truc. Tu te dis, oh, lui, il est inspecteur des impôts. Ouais, tu sais pas pourquoi, comment, tu le sais. Et tu fais monter sur scène et tu dis, tu fais quoi dans la vie? Le mec fait inspecteur des impôts. T'es là, oh putain, quand même. Je suis bon en ce moment. Mais en fait, pas du tout. C'est parce qu'il faudrait prendre C'est ça, toutes plus les ça, plus autres ça, plus ça, fois bien sûr. où ça n'a pas fonctionné aussi, quoi, tu vois. Oui. Et, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu sais pas rationaliser. Donc, ça peut être un coup de chance, fort probable, et ou une analyse qui s'est passée en delà de moi. Tu vois, je m'explique. Aujourd'hui, tu sais lire, tu t'es entraîné toute ta vie à lire. Si je te fais voir un mot en te disant regarde-le sans le lire, tu ne sais pas ne pas le lire. Tu vois, tu es obligé de le lire. Et ça se fait même inconsciemment dans ta journée, tu lis plein de choses sans t'en rendre compte. Moi, il est fort possible que j'ai capté plein de trucs et que j'ai déduit plein de trucs dans la partie inconsciente, justement, dont on parlait tout à l'heure, et que l'hypothèse, elle s'est faite directement.
Et je t'ai pas pris cet exemple-là au hasard parce que celui-ci, ça a été filmé. C'était une inspectrice des impôts. C'était au Dôme de Paris le 5 octobre dernier, donc c'est très récent. Et en fait, j'ai vu pourquoi j'ai dit ça. En fait, pas longtemps avant, je demande à 2-3 personnes dans quel corps de métier ils travaillent. Et cette personne-là, juste, elle fait non, comme ça. Et c'est pas un non, je veux pas monter sur scène. Elle fait juste non, j'ai pas envie de répondre. Et en vrai, il y a 2 types de personnes qui n'ont pas envie de répondre. Les personnes qui font un métier du style agent secret, mais du coup, ils vont répondre parce qu'ils sont habitués à faire une autre réponse, on va dire, quoi, tu vois. Et les personnes qui n'ont pas envie qu'on se moque d'elles. Et en vrai, celles qu'on vanne à coup sûr, tu vois, tu pourrais dire, bah, peut-être les flics, les gendarmes. Non, à coup sûr, c'est les inspecteurs des impôts. On va toujours se marrer quand quelqu'un va dire c'est inspecteur des impôts, un spectacle. Et il va toujours se prendre des vannes en retour. C'est sûr à 100%. Et je pense que c'est ça que j'ai déduit de ce truc qui s'était passé 10 minutes avant et que je m'en souvenais pas. Et quand elle est montée sur scène et que moi je me suis dit, sûr qu'elle est inspectrice des impôts et qu'elle dit ça et que je me dis, waouh, je suis trop chaud. Mais en fait, non, c'est juste, j'avais automatisé le process. Mais donc ça veut dire que tu étais mauvais au démarrage parce que tu n'avais pas d'expérience. Oui, madame. On est tous mauvais au démarrage et du coup, le faire du mentalisme de scène, en tout cas, de transformer cette passion en métier, parce que le mentalisme est une passion, en fait, finalement. Les métiers, c'est ce que tu en fais. Comme quand tu écris un livre, tu deviens auteur, donc je deviens auteur de mentalisme. Tu es obligé d'admettre l'apprentissage par l'échec. Tu n'as pas le choix. C'est dur. Bah, non, t'acceptes. Moi, je m'en fous. Perso, ouais, ça me dérangeait pas. Mais du coup, tu ne montais pas sur scène au démarrage? Non, tu le fais avec des amis, oui, les gens que tu rencontres en soirée, etc. Mais je connais qu'un autre métier artistique qui a ce processus-là de travail, c'est pickpocket, les pickpockets de spectacle. Tu peux pas dire à quelqu'un, attends, je vais m'entraîner à piquer ta montre, mais fais semblant que tu sais pas que je te l'enlève. Ouais. Bah non, c'est foutu, tu viens de le prévenir. Donc tu es obligé, quand tu t'entraînes au pickpocket de spectacle, de commencer à essayer d'arnaquer les gens en leur piquant la montre en soirée. Mais 9 fois sur 10 au départ, ils vont dire, qu'est-ce que tu fais là, tu te crois où, tu vois? Mais pour le mentalisme, c'est pareil. Tu es obligé de faire des déductions et de dire, mais toi, dis-moi, t'aurais pas telle passion et tel truc et tel machin, et personne ne te fait pas du tout. Et je te permets pas, en fait, de juger. Qui, toi, tu vois? Et tu es obligé de passer par ça. Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais des hypothèses dans les bus. Dans les bus. Ouais. Mais pour toi-même ou non, pour les autres, sur les personnes que je regardais, je notais. Tu vois. Et quand j'avais un peu le courage, ou quand la personne me paraissait sympathique, après j'allais la voir et j'expliquais. Je disais, en fait, je suis en train de préparer des trucs, ça s'appelle du mentalisme, qui n'était pas du tout connu à l'époque. Et du coup, j'ai fait des hypothèses, un peu comme Sherlock Holmes. Est-ce que vous pourriez me donner une note globale? Et si oui, me dire sur quoi j'ai pas bon? Parce qu'il y a des gens qui me disaient, il y a 5 trucs de bon sur ce que tu viens de me dire, sur les 7. Mais je te dirai pas lesquels, parce que c'est trop intime. Donc voilà, tu es obligé de faire ça. Mais moi, dis-toi qu'au départ, j'ai jamais voulu être sur scène. Donc tout ce que je fais au départ, c'est juste de la curiosité, de la passion. Tu vois, je me dis pas vraiment je vais être mentaliste. En fait, j'utilise pas ces mots-là, ces termes-là. Je sais pas vraiment qu'ils existent, même à l'époque. Je suis juste passionné par le cerveau humain, par la psychologie, parce qu'on peut en faire dans la communication les uns avec les autres. Et c'est bien plus tard, quand je décide de monter sur scène pour faire des spectacles et pour faire rire les gens, que je me dis, je vais mettre quoi dans mes spectacles? Je vais parler de quoi? De ce que je connais le plus, le cerveau. Oh putain, je vais en faire des démonstrations, des trucs un peu marrants en leur expliquant comment ça marche. Ok, je vais mettre le mot mentaliste derrière. Mais du coup, tout le processus d'apprentissage, il n'est que je suis curieux d'essayer des trucs. Donc en fait, j'ai pas de problème d'ego à rater, puisque je suis pas en train de vouloir démontrer que je sais faire des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, dans l'intuition, il y a une énorme part évidemment, de subjectivité, de jugement. Puisque quand tu es dans le bus, les gens sont habillés, nanana, donc c'est par rapport à ton éducation, ton environnement et tout que tu penses des choses, non? Non, c'est vraiment par rapport à ce que les gens ont fait, choisi. En fait, c'est très dur à admettre et c'est très impopulaire, moi, ce que je dis, mais je travaille sur les stéréotypes, tous les stéréotypes. Tu ne choisis pas ta coupe de cheveux par hasard, tu ne choisis pas tes vêtements par hasard, tu ne choisis pas tes bijoux par hasard, tu ne choisis pas ta manière d'être par hasard. Elle te représente en permanence, tu vois. Elle n'est pas forcément collée au stéréotype de base. Par exemple, quelqu'un qui parle très fort et qui réclame l'attention est plus probablement un grand timide qu'un extraverti, en fait, finalement, tu vois. Mais tous ces stéréotypes-là, oui, je range les gens dans des cases. Quand j'étais petit, on parle du bus, mon point de départ, c'est s'il me fait penser à tonton Michel, il y a de fortes chances qu'il ait les mêmes goûts ou la même vie que tonton Michel. Et la réalité, c'est que c'est plutôt vrai. Tu vois, c'est assez vrai. T'as un certain nombre de profils comme ça, un peu stéréotypés? T'as une dizaine ou 50? Aujourd'hui, non, je
je ferme pas des cases en fait. T'as un bout du profil de là, un bout du profil de là, un bout du profil de là, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt vrai. Si tu rencontres demain à la fin de mes spectacles quelqu'un qui est habillé plutôt en noir, qui a une bonne carrure et qui a un t-shirt d'Iron Maiden et des cheveux un petit peu longs avec une bague en tête de mort, toi et moi, en vrai, les premières hypothèses qu'on aura, si tu te laisses aller aux stéréotypes, ce seront les mêmes. Sauf que moi, après, je vais pouvoir te dire, il y a de fortes chances qu'il ait fait des jeux de rôle dans sa vie. Il y a de fortes chances que si. Il y a de fortes chances que ses valeurs, ce soit celles-ci. Pas forcément ce qu'il est dans le quotidien, mais lui, ce qu'il pense qu'il est, c'est ceci et cela. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Ce qu'il pense qu'il est. Et oui, c'est différent de ce que tu es. Tu vois, les grands costauds. Les grands costauds, 55 ans, 60 ans... esprit patriarcat encore, etc. Tu lui dis, toi, t'as pas beaucoup d'amis, toi. T'as pas beaucoup d'amis, mais toi, on se compte sur le doigt d'une main, mais on t'appelle à n'importe quelle heure et t'es là pour eux. Il va te dire exactement. C'est comme ça, tu vois, c'est le profil basque, j'appelle ça, tu vois. Je suis comme ça, moi, ou le profil corse. Ouais, dans la vraie vie, quand tu crèves et que tu l'appelles à 3h du mat, il va te dire, mais démerde-toi. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas me lever pour aller changer ton pneu, tu vois. Ah bon? C'est pas si sûr que ça. T'as envie de te dire que tu es cette personne-là, mais qu'est-ce que t'en sais que tu es cette personne-là? Est-ce que tu peux citer une fois où tu as dépanné vraiment des gens d'une manière où ça te mettait en galère toi, mais c'était pas grave parce que l'autre compte plus que toi? C'est assez rare qu'à cette question, des gens aient beaucoup de choses à raconter, tu vois. Parce qu'on a un instinct de survie, un instinct de confort également, et qu'on va plutôt chercher des solutions qui ne nous mettent pas, nous, en galère pour dépanner l'autre. Très égoïste. Bah oui, sinon on serait tous à découvert parce qu'on aiderait toutes les personnes qui ont besoin d'argent, et puis c'est tout. T'as fait de la psychologie? T'as fait toi une analyse perso? C'est-à-dire? Est-ce que t'as été sur le divan? Ah, est-ce que moi j'ai été sur le divan? Oui, mais je voyais trop les mécanismes en jeu. C'était pas très... J'ai même usé un psychiatre une fois. Tu vois. Mais c'était un jeu pour moi, quoi. C'était je voyais ce qu'il mettait, les blocs, et du coup je les retournais. Bon, bref. Mais t'es un vrai... Mais j'ai une grosse introspection quand même, donc je pense, par contre, être assez lucide sur mes forces, mes faiblesses et mes failles. Et t'es un vrai... mais ça, c'est évidemment quand on réussit, comme tu réussis, ça ne peut pas être autrement. Un vrai contrôle fric. Oui, sur ce qui compte, oui. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, dans l'entrepreneuriat, quand on lance un nouveau projet, je vais être pas très contrôlant, je vais être hyper contrôlant, surcontrôlant. De toute manière, je vais être à tous les postes. Et après, une fois qu'il roule et une fois que tout va dans la direction que je veux moi, je vais être contrôlant. Dans ma vision, non, là, je vais laisser aller. Je vais laisser aller et je vais faire comme un metteur en scène. Je vais de temps en temps resserrer un peu la mise en scène pour qu'elle continue à ressembler à ce qu'on avait prévu au départ. Mais après, si quelqu'un qui travaille avec moi pour aboutir à Rouge, il emprunte le chemin A, B, C, D, E, F, je m'en fous. Moi, j'aurais pris le B, personnellement. Je le trouve plus efficace et plus court. Mais toi, tu prends le F, écoute, c'est ton problème. On a à peu près le rouge qu'on voulait à la fin, donc c'est bon. Donc, j'ai l'art du lâcher-prise final. De toute manière, je pense que sinon, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait si c'était pas possible que je lâche prise. Oui, tu vois, là, il y a les bouquins devant toi. C'est les bouquins, des trucs que j'ai négociés pour mon premier contrat d'auteur à l'époque. Donc, il y a personne qui me connaît. J'ai plutôt la chance qu'on me propose un contrat. Je veux un truc auquel les auteurs n'ont pas le droit. Je veux avoir le final cut sur le titre et la couverture. Hop. Moi qui ai écrit des livres, oui, à mon niveau, j'ai eu le final cut sur le titre et la couverture. Mais c'est dans ton contrat, ça? Non. Je te parie vraiment un bon resto que... Mais c'est pas dans le contrat que je n'ai pas le final cut dessus. T'es sûr? Ouais. T'es chez qui? Flammarion. Flammarion, c'est quel groupe? Attends, Flammarion. Gallimard. Ouais, y a de fortes chances quand même que si tu regardes bien en détail, tu n'es pas le final cut du titre et de la couve. C'est pas sûr à 100%. Et pourquoi toi tu l'as eu? Enfin, pourquoi on l'a eu? Alors, parce que je pense que chez Flammarion, ton éditeur ou ton éditrice est assez intelligent et sensible pour se dire, si elle choisit bien, elle, le titre et la couve, elle défendra son ouvrage et du coup, on en vendra et c'est plutôt cool, tu vois. Ouais. Tous les éditeurs et toutes les éditrices et toutes les maisons d'édition ne sont pas aussi intelligents parce que c'est un degré d'intelligence pour moi de laisser la main à l'auteur. Bah oui, bien sûr, évidemment. Surtout quand c'est quelqu'un qui a une parole, tu vois, évidemment. Mais voilà, pour te dire, moi, ça, c'était important. Et donc, mon éditeur actuel n'est pas le premier éditeur qui a voulu travailler avec moi. Ouais. Le premier éditeur qui a voulu travailler avec moi faisait partie du groupe Hachette.
Et ils n'ont pas voulu me laisser cette main-là. Et donc, là, ça fait partie de ces couvertures, là. Non. On ne saura pas. Ah ben non, mais c'est que ça n'a pas eu lieu. C'est pas sorti. Tu as dit non. Non, c'était non. Alors que, encore une fois... Tout était prêt, t'as dit non. Ouais. Ça, c'est génial. Ça, c'est beau, Fabien. Mais parce que, imagine, ils auraient appelé le bouquin « Devenez mentaliste ». Non, mais je sais bien, un gros carton. Et il n'y a qu'un truc que je défends, c'est que, et je le disais même dans mon ancien spectacle, il ne peut pas y avoir un livre qui s'appelle « Devenez mentaliste » ou « Apprenez le mentaliste en 10 leçons », ça ne peut par essence pas exister. Mais eux, ils s'en foutent, ils se disent « c'est ça le meilleur truc, ça va cartonner ». Bon ben non, c'est pas possible. Mais du coup quoi ? Du coup, t'as mis à la poubelle ? Ouais. T'as mis à la poubelle ton manuscrit ? Ouais. Bah, tu as réutilisé pour en faire un autre. Bah, j'ai réutilisé. Tu vois, j'ai un pote, un auteur qui s'appelle Bernard Werber. Je sais pas si tu vois qui c'est. Voilà, il fait plein de romans. Il fait, admettons, 12 versions d'un roman. Il réécrit de zéro à chaque fois. Il relit pas ce qu'il a écrit. Il retouche jamais. Et c'est très inspirant pour moi. Et donc, je fais pareil. J'ai jeté le manuscrit. Mais évidemment que j'ai mentalement... ce qui ne comptait pas ne m'est jamais revenu en mémoire. Et ce qui comptait, je l'ai reformulé ailleurs. Je n'ai pas réécrit jamais ce livre-là. Mais il y a plein de bouts qui m'ont servi dans un bouquin sur la mémoire, un autre sur tel sujet, sur le temps, etc. C'est toi qui écris ? Ouais. T'as pas quelqu'un qui t'aide ? Ah non, 100%. C'est marrant, ça fait 3 fois qu'on me pose cette question. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun auteur qui écrit. Oui, mais ça fait 3 fois en 15 jours, on ne me l'avait jamais posé en 7 ans. Parce drôle, que de plus en plus, aujourd'hui, c'est fou. T'es auteur, t'écris plus. Et sans citer le co-auteur en plus. C'est pas un co-auteur, c'est un prête-nom. Ouais. Enfin, c'est une plume. Voilà. C'est nègre, le mot que tu voulais pas dire. Voilà, mais à l'époque, ben non, moi j'écris tout. Ouais. J'adore écrire. Combien de temps ça te prend pour écrire un bouquin ? Ça dépend du sujet, ça dépend du livre. En moyenne, mon processus, c'est d'écrire 1667 mots par jour pendant 30 jours. Non, je ne suis pas contre le fric. Si, tu l'as dit. Ce qui fait que j'ai 50 000 mots à la fin de 30 jours. Donc un livre. Attends, redis-moi, pardon. 167 mots par jour pendant 30 jours. Donc ça fait 50 000 mots au bout de 30 jours. Attends, ça fait combien de pages 1167 mots, 12, machin, Word, quasi ça doit faire 90 pages, quoi, tu vois. Bah, ça fait un livre de ce volume-là. Mais comment ça 1660 par jour ça fait 50 000 mots. T'écris 90 pages par jour. Ah non, 1667 mots, combien ça fait ? Ça doit faire 2 pages et demie, un truc comme ça. Ok, par jour pages. Pendant 30 jours. Voilà. Donc t'écris un bouquin en un mois. Ouais, mais sauf que c'est un bouquin nul. Mais qui se vend ? Bah non. Ah. Infernal. Mais non, mais qui se vend. Bah oui, après je l'imprime. Puis après il y a toujours un con pour l'acheter. Non, évidemment. Et tu le refais le lendemain, le mois d'après. Non, le problème de la matière, c'est de créer de la matière première. C'est l'être humain procrastine parce qu'il n'a pas envie de gravir la montagne. Mais si tu amènes un livre à quelqu'un, à toi, si je t'amène un de mes textes, tu vas me dire attends, mais là moi j'aurais plutôt fait évidemment. ça. C'est très facile de retoucher et conseiller. Et ben c'est ce que je fabrique pour moi-même. Un premier jet le plus vite possible. Il est pas terrible, le fond est à revoir, le style aussi, les fautes, etc. Mais il existe. Et après j'ai juste à le relire et à me conseiller ce que j'aurais dû faire. Et du coup le mois suivant je pète la deuxième version qui est beaucoup mieux. Et c'est la deuxième version que je vais mettre à retoucher en faute d'orthographe, etc. Et j'ai une version def en 2 mois et demi, 3 mois. De toute manière, j'écris tous les jours maintenant. Donc, tous les jours, j'écris entre 1000 et 2000 mots. Mais pas forcément sur un projet. Hein. Sur un petit journal intime, un petit journal de Fabien. Non, sur ce que j'ai envie d'écrire. L'arbre des 4 saisons, la fiction que tu as à la fin, c'était pas un projet qui était prévu. Ça t'écrivait et puis d'un coup tu te dis attends mais ouais, je me suis dit tiens ça pourrait être marrant ce truc là et tout, je savais pas si j'allais aboutir au bout et puis à un moment donné j'avais fait 30% de ça et je me suis dit ok ça devient un projet et je vais aller au bout. Combien de livres tu as vendus? Donc là je vous ai montré que 3 livres si vous nous regardez sur YouTube, mais il y en a 9. Il y en a 9, ouais. En fait il y a 8 docs et il y a des projets à côté comme L'Arbre des 4 saisons qui est une fiction interactive pour ceux qui ont connu les livres dont vous êtes le héros, c'est le même style, tu es le personnage principal et tu prends les décisions. Donc en livre, version livre, il y en a 9. T'en as vendu combien en tout? En tout, on doit être entre 950 000 et 1 million. Je saurai à la fin de l'année parce que les comptes de résultats sont le 31 décembre. Mais on n'est plus très loin du million là. Et alors, tu te dis, je suis écrivain? Tiens, c'est marrant, je me dis, je suis auteur, mais pas écrivain. Pour moi, écrivain, c'est lié à un style de littérature, quand même. Gallimardesque, quoi. Ouais, et puis à la fiction, quoi. Au fait de raconter des histoires. Je trouve que c'est... ça, c'en est une.
Oui, mais je suis un tricheur. Hmm. Parce que c'est une mécanique de jeu quand même, l'ARP Oui. des 4 saisons. Donc on va pas me reprocher de pas avoir un grand style. J'aurais pu écrire ce scénario-là sous forme de fiction, parce qu'il y a des gros rebondissements. Donc ça aurait fait un très bon truc de SF en Heroic Fantasy. Mais tu vois, j'ai préféré le faire sous forme de livre-jeu parce que je me confronte peut-être indirectement pas au fait de savoir si j'ai un style ou pas comme ça. Tu vois. Est-ce que écrivain, c'est pas... Non, je pense que c'est faux, ma définition, mais bon, essayons. Est-ce que c'est pas... tu vis de ton écriture? Non, parce que auteur, tu peux aussi vivre de ton écriture. Donc, Oui, et puis alors moi, majoritairement, pour être transparent, ce qui me fait le plus vivre dans ma vie, c'est pas tes bouquins. Si, c'est les bouquins. Ah, c'est tes bouquins. Bah oui, oui. Bah, 950 000 exemplaires. Mais en combien de temps? Oui, hein. C'est-à-dire T'en as vendu 1 million en combien de temps? en 7 ans. D'accord. Bah, en revenu moyen d'auteur, ça doit vouloir dire entre C'est quoi? 100 et 150 000 euros par an, un truc comme ça. Ah oui, c'est sympa. Bah ouais. Bah ouais. Ouais, c'est... Eh, mais tu gagnes pas ta vie avec les spectacles? Non. Tu Non, te produis toi? Un spectacle, c'est comme un restaurant. Tant qu'il tourne le spectacle, tant que ton restaurant est ouvert, tous ceux qui travaillent à ce restaurant ou à ce spectacle en vivent. Moi, le premier, j'ai un salaire Bien quand sûr. même. Quand je vais sur scène, en m'autoproduisant, je me considère quand même artiste, donc je me prévois un cachet quand même, tu vois. Mes techniciens aussi, mon graphiste aussi, le gars qui conduit le camion, l'érode, l'attaché de presse, le coproducteur quand il y a un coproducteur, le mec qui vend les billets, le placier, le Du gars monde. qui colle les affiches. Tout le système va être payé, va vivre de ce spectacle. Mais la société qui produit, il va pas lui rester beaucoup à la fin, tu vois. Le Dôme de Paris, on a fait complet. En termes de bénéfices, je t'ai fait un gros lol, quoi, tu vois. C'est-à-dire que le Dôme de Paris, pour ne pas perdre d'argent, il fallait que j'atteigne le 92% de remplissage. Oh là là, tous les soirs. Bah, j'ai fait qu'un soir, 4600 ok. personnes, c'est déjà pas mal. Donc, t'es Et obligé. t'as fait et t'es complet. Oui, j'étais complet, fort heureusement. Mais tu vois ce que je veux dire. En temps normal, un entrepreneur ne va pas faire un produit à risque comme ça où tu lui dis faut que tu remplisses 92% de la salle pour pas perdre d'argent. Il va dire c'est pas rentable ton truc. Et tu as vendu tes places en combien de temps? Moi, j'ouvre toujours mes spectacles un an avant, donc je sais pas, en 10-11 mois. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé dans le spectacle vivant. Tu vends tes places 1 ou 2 mois avant, grand maximum. Depuis le Covid, il n'y a plus cette projection sur le spectacle vivant. Même sur les concerts, alors que les concerts ont toujours été très forts pour vendre très en avance, tu vois. Parce que le one-man show, c'est différent. Tu es capable de faire 2 heures de route pour voir un concert que tu veux voir. Tu fais pas 2 heures de route pour voir un humoriste que tu veux voir. T'attends qu'il passe chez toi. Et sinon, tu Comment ça se bougeras fait, pas. ça? Bon, On aime moins rire que écouter la musique ou... Non, mais la musique, c'est ton quotidien. Je pense que les artistes seuls en scène comme moi, les artistes qui parlent sur scène, ne généreront jamais l'émulation que peut créer la musique. Tu vois, je suis allé voir Vianney l'autre fois à l'Olympia. Il est arrivé avec sa guitare sèche. Il a fait 3 accords. On était tous on fire. Moi, le premier. Tu vois. Et pourtant, je ne suis pas fan absolu de Vianney. Je l'aime beaucoup humainement. Je l'aime artistiquement. Mais tout va bien. Pourtant, j'étais en transe à ce moment-là. Bon. Si je vais voir un artiste que j'adore, Alexandre Astier par exemple, faire un nouveau spectacle, je vais aller le voir. Il va arriver sur scène. Je ne vais pas être en transe. Je vais être très content juste de l'avoir vu, tu vois ce que je veux Tu dire? n'as pas hurlé son nom en Donc, arrivant, quoi. c'est comme ça, la musique, ça accompagne tellement ton quotidien, tu vois. Il y a encore un truc un peu de l'ordre magique, tribal quand même derrière la musique et un truc un peu légendaire sur celui qui fabrique cette musique, quoi, tu vois. Moi, ça marche toujours sur moi, les chanteurs, les chanteuses. Je suis là, waouh. C'est très émotionnel, quoi. Ouais, exact. Et si tu pouvais lire dans les pensées, ce que tu ne fais pas, hein, on est d'accord, mais Oui, bah oui. si tu pouvais lire, je rappelle quand même, dans les pensées de quelqu'un, t'aimerais lire dans les pensées de qui? Même si on a compris que tu voulais pas, parce que tu voulais plutôt apprendre à découvrir les gens, mais... Non, ce que je voudrais pas, c'est que ce soit automatisé. Ta proposition tout à l'heure, c'est Oui, je vois comme dans quelqu'un... le film où avec les hommes... Voilà. ouais. Et il entendait... Ce que veulent les femmes. Il entendait malgré lui, c'est ça que je veux pas, tu vois. Après, si tu me donnes le pouvoir à l'occasion de décider de pouvoir, pourquoi pas. Si je pouvais lire dans les pensées de quelqu'un, j'aimerais lire dans les pensées de qui? Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre du coup, mais j'adorerais lire dans les pensées d'un nourrisson ou d'un fœtus. Est-ce que ça pense? Si oui, ça pense à quoi, ça? À 2 ans, à 1 an, tu penses quoi? Tu penses quoi quand tu te réveilles, tu vois, quand tu... Putain, ça me fascinerait de savoir qu'est-ce que pensent vraiment les de fœtus à 3 ans. Mais tu crois vraiment qu'on pense des choses extraordinaires? Tu crois Ouais. pas juste qu'on se dit « ouais, j'ai faim » Je sais pas, ben on le saura.
On ne saura jamais donc. Ouais, voilà. Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des pensées? Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est juste des envies très animalières, comme tu dis là, le j'ai faim? Est-ce que c'est plus sensible que ça, tu vois? J'adorerais savoir ça. Et est-ce que tu as voulu faire ce métier parce que tu voulais, quelque part, tu rêvais d'avoir un super pouvoir? Non. Non, en plus, j'ai pas voulu faire de métier dans ma vie. Tu sais, je sais toujours pas ce que je ferai quand je serai grand, moi. Hein. J'ai toujours pas décidé d'aller au travail, en fait. T'as pas l'impression de bosser? Non. Sauf qu'en vrai, tu bosses énorme. Donc, Bah ouais, mais j'ai pas de plan. Oui, oui. Tu vois, moi, je gagnais extrêmement bien ma vie en tant que conférencier. Et puis, Combien tu facturais la conférence? ça dépendait quoi? Parce que moi, c'était majoritairement à l'étranger. Donc, Genre max. je prenais des défraiements pour les jours où je travaillais pas. Tu vois, une fois, j'avais une conférence à faire pour le même gars, une à Mumbai et une à Pune. Il y avait 15 jours d'écart. Bah, je crois que je lui ai facturé 1 000 € sur chaque jour off. Oui, d'accord. En mode, sympa. bah ouais, hein, En attendant, oui. C'était pour Sony TV, c'était les 10 ans, je crois, de Sony TV. C'est un peu l'équivalent de TF1 ici, quoi, tu vois. Donc j'étais là, bah non, je peux pas. Ou Oui. tu me fais faire un aller-retour rapide en France, ou bah, tu me payes 1 000 balles par jour parce que je fais rien, quoi, tu vois. Donc tu vois, mais j'étais en facturation, donc ça veut rien dire par rapport à du net. C'était rare que je sois en dessous de 8 000, 10 000 net à l'étranger, quoi, tu vois. Et tu faisais des conférences sur quoi? Sur la mémoire, sur le cerveau, sur le fonctionnement, sur les mêmes choses que je raconte aujourd'hui en spectacle, mais en plus poussé, en moins divertissant. Et donc, tout ça pour te dire que du jour au lendemain, je me dis, bah en fait, ça me plairait d'arrêter de faire des choses imposées aux gens, ça me plairait de proposer. Parce que quand tu fais une conférence, on t'impose un groupe de personnes. Et comme je commençais un peu à faire marrer les gens en conférence, je me dis, bah vas-y, je vais le faire sur la scène d'un théâtre, tu vois. Et j'avais rencontré un gars en conférence, justement en Ukraine, à Yalta, ou à Sébastopol, je sais plus, peu importe, qui m'avait dit, tiens, j'ai des copains comédiens qui viennent de racheter un théâtre à Paris, un 40 places, 50 places, ça s'appelle la Comédie des Trois Bornes, si un jour tu veux faire du théâtre. Et donc ça m'était resté en tête, je le rappelle, il s'appelle Jérôme, il provoque un rendez-vous avec eux, ils veulent pas de moi, j'insiste, ils veulent pas de moi, j'insiste. Ils veulent pas de moi, je dis oui, mais tant que vous m'aurez pas vu à l'essai, j'insisterai. Donc il me faut un essai où ils sont les 4 copropriétaires et moi je devais leur faire 10 minutes. Oh ouais. Et je le fais et ils se rendent compte que oui, c'est marrant. Tu sais, à l'époque, vraiment, le mentalisme, personne ne sait vraiment ce que c'est, donc c'est un peu dur à vendre, quoi, tu vois. Donc, ils sont acteurs? Ouais, ils sont tous comédiens, ouais. Non, mais pendant que tu leur fais les 10 minutes. Bien sûr, ouais. Et du coup, ils me disent c'est OK, et donc on part pour 3 mois. Et donc, j'appelle toutes les personnes avec qui je travaille, les agences, etc., en disant, durant 3 mois, je ne donnerai pas de conférences, je ne ferai plus pas à l'étranger, je reprendrai l'année prochaine, parce que c'était en fin d'année. Bah, ça fait 15 ans, quoi. Tu n'es plus jamais revenu à de la conférence? Tu fais parfois des j'en conférences? refais maintenant, j'en refais en B2B uniquement, tu vois, mais j'en fais en bloc à une 30-40 par an, quoi, maximum. Et les sujets, c'est quoi? Il y a des sujets spécifiques. Les boîtes, elles te demandent, j'aimerais que tu viennes parler de la mémoire pour les collaborateurs, pour les... Ouais, c'est plutôt la mémoire en règle générale. Là où on fait beaucoup appel à moi, c'est sur les biais cognitifs, sur la résistance au changement, quand ça marche dans le cerveau, c'est quoi les solutions, le fonctionnement de la mémoire, des fois la lecture du non-verbal. Ça, c'est intéressant parce que c'est une grande conférence qui, en gros, je vous donne le résumé, il y a beaucoup de fantasmes sur le non-verbal et la conférence, elle te l'apprend, tous ces fantasmes, toutes ces idées reçues et la complexité d'apprendre à interpréter le non-verbal, et qu'en fait le plus essentiel dans le non-verbal, c'est de comprendre le tien et ce qu'on t'envoie et comment il va être perçu inconsciemment par les autres. C'est 1000 fois plus intéressant. J'ai une autre conférence sur la gestion du temps parce que j'ai écrit un livre qui a très 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 bien marché sur ce sujet-là et qui répond un peu à la question de comment tu fais pour faire autant de trucs. Ben voilà, vous l'avez ici. Insupportable cette question. Hein. Ouais. Oui, surtout qu'en plus elle est un peu fausse. C'est-à-dire, comment tu fais pour faire autant de trucs sous-entend souvent dans la voix de la personne que je n'arrête jamais, alors que je travaille différemment d'eux. Et puis surtout, en quoi ça les intéresse ou leur pose problème? Ouais. Moi, c'est surtout ça le sujet. Moi, ce que je réponds souvent, c'est qu'est-ce que tu fais, toi, surtout à ceux qui travaillent pour leur compte, hein, qu'est-ce que tu fais à 17h30? Moi, personnellement, je suis déjà chez moi, je suis soit en train de jouer à la console, soit en train de parler avec ma femme, soit en train de rien foutre parce que j'ai pas d'ordi chez moi. Et je travaille T'as pas d'ordi chez toi? Non, j'ai pas d'ordi chez moi. T'as pas d'ordi chez toi? Je n'ai pas d'ordinateur chez moi. J'ai les bureaux pas loin de chez moi si j'ai besoin en urgence. Et quand tu fais ça, tu te rends compte qu'il y a rarement des urgences finalement, que ça peut souvent attendre le lendemain. T'as ton téléphone sur lequel tu fais office d'ordi? Non, j'ai pas mes mails professionnels sur mon téléphone.
Depuis qu'on s'est rencontrés, tu m'as pas vu sur mon téléphone une seule fois. Ça m'intéresse pas tellement. Je passe 1 heure par jour sur mon téléphone. Non, par contre, quand je travaille à 100%. Efficacement. Donc, je suis 100% dédié à cette tâche. Quand je ne travaille pas, je suis 100% dédié à être en dehors du travail. Et en faisant ça, j'ai des journées, oui, sûrement un peu plus longues que la moyenne. Peut-être je travaille 10 heures par jour, tu vois, entre 8 et 10 heures. C'est 8 et 10 heures de surefficacité. Mais pas parce que je travaille plus vite que les autres, parce que je fais rien d'autre, quoi. Et du coup, j'ai des belles soirées de libre, j'ai beaucoup de temps libre. Je cours, je lis, je joue à la console, je voyage, je cuisine. Donc, en fait, quand on me dit comment tu fais pour faire autant de trucs dans le boulot, bah, c'est parce que je bosse, pour de vrai. Et quand je bosse, je bosse. Et si un jour je suis trop fatigué, je sens que je vais procrastiner, je prends ma journée. Et une Pour journée bosser efficacement le lendemain, quoi. Et une journée que je voulais off, et ben, je travaillerai et puis je switch, tu vois, pour être à l'écoute de l'énergie, quoi, tu vois. Mais on ne fait pas tant de choses que ça. C'est souvent, on fait juste mal les choses, finalement. Et alors, en quelques minutes, comment ça fonctionne la mémoire ? Comment ça fonctionne ? Par association d'idées. Et la mémoire, c'est une espèce de grosse boîte de nuit dont tout le monde veut faire partie, tu vois, parce que la musique est chambée là-dedans. Donc tout le monde veut être un souvenir, sauf que ton cortex préfrontal, c'est un peu un président, on va dire, et il va s'entourer de conseillers. Il veut pas que tout le monde donne son avis, sinon il va pas s'en sortir. Donc en fait, tout le savoir qui t'est le plus utile se rapproche toujours de la présidence, tu vois. Donc c'est pour ça que plus tu es dans un domaine, plus tu es compétente dans ce domaine parce que ça se rapproche. Donc, pour rentrer dans cette grande boîte de nuit où la musique est si bonne et que tout le monde veut rentrer, on a mis des videurs. 2 videurs très simples. L'émotion. Donc, effectivement, si c'est très plaisant, tu te souviens mieux de quelque chose. Si c'est très douloureux aussi, malheureusement, ou très triste. Et l'attention. Et ton cerveau, ton président et ses conseillers, ils se disent, si mon humain ne fait pas attention à ça, pourquoi je le stockerai ? Ça n'a aucun intérêt, tu vois. Donc, si tu veux avoir une bonne mémoire, sache que ta mémoire est déjà bonne. Le stockage se fait très facilement. C'est l'encodage et la récupération de l'info qui est plus compliqué. Si je te demande, je vais te faire un exemple, tiens. Les 3 bateaux de Christophe Colomb. Les 3 caravelles. Très dur. Pourtant, tu l'as vu à l'école primaire, tu l'as vu ensuite en collège. C'était il y a 30 ans, quoi. Voilà, tu l'as vu aussi dans des films, des fois tu en as entendu parler et tout. Cette connexion-là est cassée. C'est ce qu'on appelle la récupération, elle est cassée dans ce sens-là. Pourtant, il est encore stocké. Il est mal encodé, mais il est stocké quelque part dans ta tête. Loin. Preuve en est que, normalement, si je t'avais dit à quel personnage historique appartenaient les bateaux de la Niña, la Pinta et la Santa Maria... Pas du tout. Ici, voilà, je vois les oui de la tête, la plupart des gens se disent... Ah, c'est Christophe Colomb, ça. Tu vois, parce que c'est bien encodé dans l'autre sens. Parce que dans ce sens-là... Pourquoi c'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre ? Parce que dans l'autre sens, c'est devenu ce qu'on appelle un souvenir épisodique. C'est la mémoire, par rapport à la découverte des Amériques. C'est la mémoire épisodique. C'est, ah oui, les 3 bateaux, ces 3 noms, ils avaient 3 noms espagnols, etc. C'est un souvenir complet. L'autre que je te demandais, c'est ce qu'on appelle de la mémoire sémantique. C'est de la donnée brute. Christophe Colomb égale, le égal, il te sert jamais. Donc celui-là, ton cerveau, il a pris soin de le casser. Pas besoin de dépenser d'énergie pour ça, tu vois. Là, on vient d'en parler. Demain, tu te souviendras de Santa Maria. Après-demain, tu te souviendras d'aucun des 3 parce que ça n'a aucune espèce d'utilité. Donc voilà, la mémoire, elle fonctionne comme ça, à l'association d'idées, à l'utilité, mais surtout à l'attention. Est-ce qu'on est tous égaux ? Oui. On démarre avec la même stockage de mémoire. Ouais. Alors, même disque dur. Je mets un bémol parce que j'ai pas envie de me faire tirer les oreilles, sauf personnes qui ont des maladies ou des troubles. On va dire, en dehors de ces cas particuliers, on a tous une capacité de stockage, je vais être un peu exagérant volontairement, mais quasiment infinie, en vrai. C'est pas un problème de stockage, c'est un problème, encore une fois, de récupérer les données. On a tous les mêmes 86 milliards de neurones, ils sont connectés de la même manière. Donc, la seule chose qu'on a oubliée ces dernières années, c'est de redonner le mode d'emploi de la mémoire. Et surtout, on a oublié d'être curieux, non ? La curiosité, ça fait des émotions positives. Donc oui, mais le mode d'emploi de la mémoire, est-ce que tu dézoomes et tu te dis, quand tu étais à l'école primaire, on t'a dit apprends ça, apprends ça, apprends ça, apprends ça, apprends ça. Est-ce qu'à un moment donné, on t'a dit, voici comment on apprend ? Est-ce que tu as eu un cours pour apprendre à apprendre ? Non, j'ai l'impression que naturel, oui, apprends par cœur, et il s'avère que moi, j'apprends mieux en écoutant, alors que mon voisin, il apprend mieux en lisant. Ouais. Donc c'est comme ça que naturellement, on s'est dit, du coup, j'apprends mieux comme ça. Ouais. Mais en écoutant, est-ce que c'est la seule stratégie possible, tu vois ? Pas forcément. Avant l'invention du papier,
veux dire, tu regardes en Grèce antique, tu regardes les Mayas, les Aztèques, les Égyptiens, les Africains, qui ont une grande tradition orale, ils avaient compris comment marchait la mémoire, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas de quoi la déposer quelque part, tu vois. Donc, ils se transmettaient la méthode orale et ils se transmettaient, voici comment tu retiens les choses. Et comment on retient les choses? Comment on apprend? Il y a plein de techniques, là, tu vas me demander une conférence, mais la technique du palais mental, par exemple, c'est une technique qui a été découverte par les Grecs, de visualisation dans l'esprit d'un lieu, etc. Machin. J'ai retrouvé des traces de ça, de cette technique-là, au Moyen-Âge. Donc, ils se servaient encore de ce savoir des Grecs pour mémoriser avec la technique du palais mental. Et j'ai retrouvé des traces parce qu'elle a été interdite, cette technique. D'accord. Parce que le palais mental, tu visualises un lieu que tu connais par cœur et tu vas faire des images marrantes dans ce lieu pour te souvenir d'informations. Et les gens, majoritairement, le lieu qu'ils connaissaient le plus par cœur et qui était le plus volumineux, c'était l'église ou la cathédrale qu'ils fréquentaient. Et les images les plus marrantes à retenir ont souvent des bonnes connotations sexuelles et des trucs un peu dégradants. Et du coup, les prêtres, les curés, l'église s'est aperçu de ça. Ils se dit, ah, faut plus utiliser cette technique de mémoire, c'est un truc d'hérétique, quoi, tu vois. Bon, elle a continué à perdurer. Et c'est à l'invention du papier qu'on a arrêté d'utiliser la technique du palais mental. J'ai retrouvé des traces de cette technique au 19e siècle, où il y a des gens comme moi qui faisaient semblant, donc des hommes de spectacle, qui faisaient semblant d'être des génies de la mémoire en utilisant ces méthodes. Ce qui est marrant, c'est que le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc, parce qu'ils se servent vraiment de la mémoire avec la bonne technique, et cette technique, elle se revendait entre artistes sous le manteau des fortunes, des petites fortunes, parce que c'était un vrai savoir-faire. Technique écrite sur un papier, quoi. Bah ouais, mais le palais mental, 1 ou 2 jours pour l'apprivoiser, avec la technique du palais mental, tu peux très facilement mémoriser en 5 minutes une centaine de mots différents. Ah oui. Tu vois, et donc tu passes pour un génie à partir de ce moment-là. Donc en réalité, on a aujourd'hui, à partir des années 1980-90, oublié le fondamental qu'il faudrait même remettre à l'école primaire. J'apprends à apprendre. 1 heure par semaine, parce que toute ta vie, on va te demander d'apprendre des choses. On t'a jamais expliqué le fonctionnement de ton cerveau, les techniques un peu clés en main pour mémoriser des choses, comment on apprend, etc. On te demande de te débrouiller. C'est quand même pas tout à fait logique. Et est-ce que tu peux nous faire un petit face cam pendant genre 30 secondes, nous donner un tips facile pour se souvenir d'un truc rapidement, si vraiment par exemple un code de carte bleue, on n'arrive pas à l'imprimer, pourquoi ça n'arrive pas à l'imprimer, donc avec ça, code moyen mémotechnique ou autre, tu vois. Ouais. Non, mais la meilleure manière de retenir un code ou une série de chiffres, c'est de comprendre que les chiffres ne veulent rien dire pour votre cerveau. Donc il faut les transformer en images. Et c'est comme ça que vous allez créer une béquille mentale. Si votre code de carte bleue c'est 7517, ben non, 75 c'est Paris, c'est la Tour Eiffel. 17 c'est quoi? C'est la police. Donc en fait, vous visualisez dans votre tête les flics en bas de la Tour Eiffel. Et demain, dans 2 jours, dans 3 jours, ou devant l'espèce de truc là pour payer, j'ai bouffé le nom, comme quoi la mémoire, vous voyez, ça se travaille, eh bien vous n'aurez aucun doute, vous direz « Ah oui, la Tour Eiffel et les flics, donc c'est 75-17 ». Voilà. Il faut créer des béquilles mentales et on peut même retenir très facilement un numéro de téléphone avec cette même méthode-là, où vous rassemblez des chiffres comme ça entre eux, vous voyez à quelle chose ça vous fait penser et vous le mémorisez très facilement. Encore faut-il savoir que les flics, c'est 17. Oui, c'est vrai. Bah après, tu aurais pu prendre la Charente-Maritime. Ou par exemple, encore mieux. Oui. Merci beaucoup, Fabien. Dernière question. Est-ce que tu préfères que cet épisode ne sorte pas, jamais, d'accord, ou alors qu'il sorte, mais que personne, jamais, never, l'écoute? Il n'y a pas tellement de différence, du coup. Du fait que sur la finalité, non, mais dans le process, si. Ah, il y a une finalité, il y a une variation sur l'ego. Genre, il est sorti, il n'a pas marché. Ouais, non, c'est pas qu'il a pas marché, c'est juste que personne, on veut pas. Voilà. Alors, je vais être très sincère, moi, je m'en branle qu'il sorte pas. Ah ouais? Bah ouais. Non, moi, en vrai, je m'en fous. On l'a fait, c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand j'accepte de venir quelque part discuter, c'est parce que j'ai écouté ton travail, j'ai bien aimé, je sais que c'est probablement la seule opportunité qu'on se rencontre une fois dans notre vie et qu'on discute, en plus d'un sujet que je connais bien, moi. Bon, je suis venu discuter, tu vois, je l'ai eu, ma séance sur le canapé, moi, tout va bien. Hein. Donc non, j'ai pas tellement besoin que ça sorte. Hein. Donc on le sort pas, quoi. Ouais, on le sort pas, c'est bon. Ouais, t'as raison. Et c'était pas mal, du coup. C'était cool, hein. Merci, Fabien. Super. Non, c'est vrai. Techniquement, j'ai envie de te dire, il y a des bouquins que j'ai écrits que j'ai toujours pas donné à mon éditeur. Je sais pas si je les sorti.